Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matrescence. Vous écoutez l'épisode 113 de la saison 5. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Maria Val, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Yahi. Oui. Comment on dit Ella? Mia. J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Chouchou. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement, à se développer en faisant un don chaque mois et en échange vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. Le développement de l'enfant continue de me fasciner, même 5 ans après l'arrivée de ma première fille. Et oui, j'imagine que ça ne s'arrête jamais quand on devient parent. Plus j'avance dans mon expérience de mère, plus je me rends compte que comprendre mes enfants, c'est aussi et surtout me comprendre moi en tant que parent. C'est exactement pour cette raison que Cindy Ovington, neuroscientifique canadienne, a créé Curious Neurone. Via sa plateforme et ses réseaux sociaux, Cindy, mère de 3 enfants, transmet les dernières découvertes scientifiques applicables à la parentalité à des milliers de parents. Dans cet entretien, Cindy explore un pan, je trouve, peu discuté de l'éducation, les parents. Et oui, pour que nos enfants arrivent à développer dans les meilleures conditions possibles leur cerveau socio-émotionnel, c'est à nous, parents, à apprendre à gérer nos émotions dans un premier temps. Évidemment, il y a aussi beaucoup de facteurs qui influencent le développement dans les meilleures conditions de cerveau. Mais en tout cas, un premier pas, ce sont nous, les parents. Pendant cette discussion, Cindy vous transmettra de nombreux tips pour arriver à aider nos enfants à étendre leur capacité d'autorégulation. Et ici, vous apprendrez les termes de modèle tripartite, de ER et de processus interpersonnel. Cindy rappelle aussi que c'est à travers les jeux que nos enfants arrivent le mieux à comprendre les règles que contient notre monde. Et je trouve que c'est un rappel important. Jouons avec nos enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Cindy. Bonjour, comment ça va? Super bien, je suis trop contente de t'avoir dans ce podcast. Ça fait longtemps que je voulais. C'est une recommandation de Jodie Pawlowski qui m'a dit faut que tu ailles voir Cindy, elle parle français. J'ai enfin une neuroscientifique qui parle français. Oui. Je parle français, oui, mais c'est bizarre parce qu'ici à Montréal, on parle les 2 langues, mais pour moi, dans ma famille, on parlait plus en anglais, mais le français, on l'apprend à l'école, donc c'est bien d'avoir quelques langues. Ça va, tu l'as bien appris quand même. Oui, merci. Alors, raconte-nous ce que tu étudies toi dans ta discipline en tant que neuroscientifique.
Oui, donc pour moi, qu'est-ce que j'étudiais? Parce que maintenant, j'ai quitté, je fais seulement Curious Neuron. J'ai étudié la schizophrénie dans les gens qui sont des adolescents et j'ai étudié les émotions et la cognition et qu'est-ce qui se passe avec le cerveau. Donc vraiment la santé mentale et comment ça peut comment les émotions ont un impact avec la santé mentale. Oh, hyper intéressant et du coup, on va en parler aujourd'hui, donc c'est très bien. Oui, exact. Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette spécialité? Oui, mais pour moi, c'était vraiment important de comprendre la santé mentale et la schizophrénie. Il y avait beaucoup comment on pense que des fois c'est d'avoir deux personnalités, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment les hallucinations et les délusions de penser que peut-être quelqu'un vient te chercher et te peur. Donc, c'était vraiment de comprendre le cerveau et c'est vraiment tellement une petite partie du cerveau qui a un impact sur la schizophrénie, qui peut le causer. Donc, c'était vraiment de comprendre ça. Et la santé mentale, les émotions, c'était toujours quelque chose qui m'intéressait parce que pour moi aussi, les émotions, c'est quelque chose de compliqué et que j'essaie encore à comprendre et c'est pour ça qu'on va parler des émotions aujourd'hui. Je pense on doit tout comprendre comment les émotions se développent et vraiment pour nous aider et nos enfants aussi. Oui, parce que c'est ça, en fait. On parle beaucoup des émotions des enfants, mais en fait, d'abord, on devrait parler des émotions des parents oui. qui ont du mal, parce qu'on n'est pas les meilleurs à les gérer. Donc, c'est sûr qu'on en attend beaucoup de nos enfants, mais nous-mêmes, déjà, on galère. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, vu que maintenant, tu es sur Curious Neuron, mais donc tu suis la littérature scientifique, tu te mets à jour, quelles sont les dernières recherches sur le cerveau des enfants et qu'est-ce qu'on a découvert qui est incroyable? Oui, donc pour moi, c'était vraiment important de partager la recherche avec les parents parce qu'il y a tellement de recherches que on connaît pas comme parents, puis ça peut nous aider à faire à prendre des décisions et de savoir comment agir avec nos enfants. Donc, qu'est-ce qui est vraiment clair avec la recherche, c'est que non seulement les émotions de nos enfants, mais le comportement aussi. Comme si un enfant jette ou lance un jouet ou frappe leur sœur ou leur frère, des fois on dit on veut le discipliner et dire non, tu ne dois pas faire ça. Mais des fois, il y a une émotion qui comme est cachée en dessous de le comportement. Et c'est vraiment clair dans la recherche qu'on doit vraiment questionner pourquoi l'enfant agit d'une certaine façon et est-ce que l'enfant est frustré, est-ce qu'il est fâché, est-ce qu'il est triste. Et une fois qu'on peut comprendre l'émotion, on peut commencer à donner des suggestions ou des avis à l'enfant pour leur aider. Parce que les émotions, ça prend beaucoup de temps. Ça commence dès la naissance qu'un enfant va nous regarder pour savoir comment réagir à certaines émotions et quoi faire quand on est fâché ou triste. Un bébé qui pleure, quand on réagit, on les prend dans nos bras et ça les conforte. C'est confortable pour eux de dire, il y a quelqu'un qui est là pour m'aider, to self-soothe. C'est pas vraiment, on utilise ce terme-là pour dire, un bébé peut apprendre comment s'aider quand ils sont tristes, mais c'est pas ça. C'est que ils veulent que nous, qu'on réagisse à leurs émotions. Et le plus qu'on fait ça, le système nerveux va se calmer, va devenir plus calme quand ils sont fâchés ou tristes et tout ça. Donc, on sait que notre rôle en tant que parent est très important dès la naissance. On sait que ça prend beaucoup de temps et il y a beaucoup d'étapes pour apprendre les émotions. Si un enfant est très jeune, la première étape, par exemple, c'est vraiment que l'enfant comprenne qu'il y a plusieurs émotions que juste triste, content et fâché. Parce que des fois, on utilise ces termes, mais frustré, c'est quoi? Et être frustré, ça, dans mon corps, ça sent comme quoi? Comment que je externalise la frustration, de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de mon corps. Donc, on oublie qu'on doit avoir ces conversations avec nos enfants parce que le plus qu'ils peuvent comprendre quand on est fâché, ça va se externaliser de quelle façon ou c'est vraiment important pour eux de comprendre ça. Et c'est de la façon qu'on va être modèle pour nos émotions. Donc, si on est un parent qui crie beaucoup et qu'on a de la difficulté à réguler nos émotions, c'est important qu'on travaille sur nous en premier avant de vraiment aider nos enfants parce que, comme j'ai dit, on est le modèle pour les émotions. Ouais. Alors, juste déjà, comment est-ce que tu décrirais, toi, ta définition de l'émotion et sur le plan neuroscientifique ou biologique, ça se traduit comment? Oui, donc le terme que moi j'utilise de la recherche, c'est emotion regulation. Emotion regulation, c'est vraiment
quand on sent une émotion, on va dire, on est très fâché. Qu'est-ce qui se passe internally, à l'interne? C'est internally, c'est l'interne? À l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Quand on sent cette émotion, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce qu'on va garder cette émotion internalisée? On va pas communiquer avec quelqu'un quand on est fâché et quand on doit comme régler quelque chose. Et à l'interne, et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Comment qu'on va réguler cette émotion? Je pense toujours à une montagne. On va dire que en bas de la montagne, c'est là qu'on est régulé. Nos émotions sont regulated. Tout va bien, on est content, on est calme, mais quelque chose arrive à l'externe qui va débuter comme une émotion, peut-être qu'on commence à être fâché, et on va grimper cette montagne. Et avec ça, j'utilise ça avec mes enfants aussi parce que des fois, je leur dis, tu es vraiment en haut de la montagne maintenant, et quand les enfants, même nous, comme adultes, on est en haut de la montagne, on ne peut plus se réguler. on ne peut plus avoir un impact et c'est vraiment le temps. On doit attendre. Comme un enfant qui est par terre et crie, il y a rien qu'on peut faire. Même si on dit, tu dois te calmer, respire, ça fonctionne plus à ce point-là. c'est comme le moment de la communication ne fonctionne plus. Même nous, en tant d'adultes, il y a des moments que si quelqu'un nous dit « calme-toi », ça va pas fonctionner, ça va nous fâcher encore plus. Donc, c'est là qu'on est vraiment en haut de la montagne et c'est à ce moment-là, on doit attendre le temps, laisser le temps passer et les émotions vont commencer à se diminuer, on va descendre la montagne. Donc, pour moi, les émotions, c'est vraiment la façon qu'on peut balancer, comment on va les internaliser et les externaliser aussi. Je lisais une étude où on disait qu'il fallait 90 secondes pour qu'une émotion puisse switcher, changer. Donc déjà, si on attendait 90 secondes avec nous, déjà juste nous, comment on peut réagir face à nos enfants, on serait un peu plus capable de prendre du recul. Et souvent, on réagit tout de suite, en fait. Oui, et c'est bien, j'ai jamais attendu le 90 secondes, mais je dirais que c'est avec les adultes, pas les enfants, parce que je pense que les enfants, ça va prendre un peu plus de temps. Mais oui, je suggère toujours aux parents parce que il faut... Avant d'aider nos enfants avec leurs émotions, si l'enfant crie et sont par terre et il n'y a rien qui va bien cette journée-là, c'est vraiment important que nous, comme parents, qu'on prenne une pause. Donc, la pause, c'est intéressant parce que j'avais pas un temps, mais si c'est 90 secondes, si on voit que notre enfant est triste ou il crie ou ça fait 5 fois déjà ce matin qui sont pas contents avec quelque chose, de prendre une pause avant de réagir. Donc, pour moi, je dis de mettre une pause entre l'action de notre enfant et notre réaction. Si on peut prendre cette pause, et pendant cette pause, c'est de bien respirer tranquillement ou de se parler à nous-mêmes vraiment comme parents, parce que si on crie et on continue à faire ça et on n'a pas vraiment de game plan pour commencer à diminuer la fréquence à laquelle quand on crie, si on n'a pas vraiment de game plan, ça va pas changer et l'enfant va voir que quand on est fâché, on crie et que c'est vraiment de cette façon qu'on va réguler nos émotions. Mais on veut pas qu'il commence à voir que c'est de cette façon qu'on le fait parce qu'on est le modèle vraiment pour nos enfants. Donc, c'est important que on leur montre que quand on sent une émotion très forte, on commence à monter cette montagne très vite, on prend une pause. Et pendant cette pause, on se dit, nous, comme parents, ce moment va être terminé dans quelques minutes. Je sais que c'est difficile maintenant, où on commence à dire, on n'est pas les seuls à avoir cette expérience. Tous les parents ont cette expérience. Parce que quand on commence à réaliser que on n'est pas seul dans ce moment, tout le monde a cette expérience, notre cerveau commence à activer d'autres parties du cerveau qui vont nous calmer, nous comme parents. Et quand on est calme et on va voir notre enfant, on vient à leur niveau et on les regarde dans les yeux. Maintenant, notre calme va être diffusé où ils vont aller dans notre enfant vraiment. Leur cerveau vont voir que nous, on est calme et à un moment que eux, quand ils ne sont pas calmes, vont commencer à se calmer, si on est calme. Mais si on crie, si on se sent très stressé dans le moment, qui est normal, juste en pensant, c'est normal, on est des humains, on a des émotions, beaucoup d'émotions, et il y a certaines choses qui peuvent, des fois on a une journée on est plus stressé, ou quelque chose arrive au travail, ou dans notre couple, c'est correct s'il y a une journée qu'on crie, ou des journées qu'on crie, mais pour moi, en tant de neuroscientifique qui comprend les émotions, qu'est-ce qui est important pour les parents, c'est vraiment que tu te regardes et tu dis, est-ce que je crie 10 fois par journée et il n'y a jamais un moment que je peux
me réguler dans le moment et me calmer. Si je ne peux pas, donc c'est le temps de commencer à penser à ce que je peux faire pour m'aider. Et je sais pas c'est quoi le terme, mais self-compassion. Il y a beaucoup de recherches en self-compassion. Autocompassion, on dit. Autocompassion. L'autocompassion est vraiment importante pour les adultes quand on a des émotions, pour se dire je suis pas seule. Je ne suis pas seule à ce moment avec cette émotion. Je ne suis pas seule avec un enfant qui crie, il se lance par terre, il ne veut pas manger, c'est normal. Tous les enfants vont avoir ces émotions-là, c'est normal qu'ils ont ces émotions. Mais le plus calme que je suis, le plus calme que mon enfant, ça va prendre du temps, mais qu'ils vont voir comment on doit gérer nos émotions. C'est ça dont tu parles, toi. Donc en anglais, tu appelles ça attends, je reprends le processus interpersonnel, je le mets en français. C'est ce processus qui est un peu, je dis peut-être une bêtise, mais les neurones miroirs. C'est-à-dire que s'ils voient que nous, on arrive à être calme alors que c'est une situation tendue, eux, ils vont être en capacité de le faire aussi. Oui, exact, parce que le système nerveux s'adapte à l'environnement. Donc, dès la naissance, l'enfant commence à questionner qu'est-ce que je fais avec toutes ces émotions. Et ils vont nous regarder pour apprendre comment on réagisse à toutes ces émotions. Donc, s'ils voient que quand on est fâché, on réagit d'une façon, ils vont commencer à internaliser ça. Et aussi, leur système nerveux va commencer à... Comment je peux expliquer? Mon système nerveux, par exemple, j'ai besoin de la thérapie, c'est normal. J'ai vécu quand j'étais plus jeune, ma mère, elle était très anxieuse et ça l'a causé, moi, à devenir un enfant très anxieuse aussi parce que chaque fois qu'il y avait quelque chose, elle réagissait très vite à dire ok, tu vas te faire mal. Descends de là, tout le monde va se faire mal. ou fais pas ça, j'ai peur que quelque chose va arriver, mais aussi, ma grand-mère, elle a d'anxiété aussi. Donc, c'est juste pour montrer que même quand t'es un bébé, si tu pleures et tes parents ou ta mère réagissent d'une façon d'anxiété, le cerveau commence à penser que l'environnement n'est pas sécuritaire. Et de cette façon, le système nerveux, quand on a, par exemple, cortisol, le cortisol qui est là pour aviser le cerveau, c'est un moment que, par exemple, si il y a un ours qui est devant nous, donc le système nerveux va réagir pour dire tout cette cortisol va t'aider à courir et maintenant tu as de l'adrénaline et tu vas courir et tu es prête à te défendre parce que l'environnement n'est pas sécuritaire. Le même système va être activé si tes parents réagissent d'une certaine façon en entour de toi. Et c'est pour ça que c'est important parce que moi, maintenant, la différence entre moi et mon mari, c'est que si quelqu'un ouvre la porte, moi, je vais sauter. Comparé à lui, qui va faire comme, il y aurait vraiment rien, pourquoi t'as peur? mais j'ai pas de contrôle parce que mon système nerveux a développé d'une façon très différente de lui. Donc, c'est la même chose pour nos enfants. Je ne dis pas ça pour que les parents aient peur et si un parent écoute et se dit, j'ai toujours eu des difficultés avec ma santé mentale, c'est correct, mais c'est juste que on doit toujours penser à nous-mêmes aussi, de se prendre soin de nous, que ça peut être lire des livres et comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec notre anxiété. Ça peut être voir un thérapeute. C'est ça que j'ai fait après 3 enfants, quand j'ai eu un moment breakdown, que j'ai réalisé qu'est-ce que je fais, je dois prendre soin de moi-même. Donc, c'est vraiment important qu'on prend le temps de se connaître comme parents et de connaître de quelle façon mon système s'est développé quand j'étais plus jeune. Et la deuxième chose qui vient de la recherche aussi, c'est est-ce que mes parents m'ont dit de contrôler mes émotions, d'accepter toutes les émotions comme la tristesse, d'être fâché, tout ça. Est-ce que mes parents ont accepté ces émotions? Parce que sinon, c'est possible que nous, comme adultes, on les pousse et on ne veut pas. Ce n'est pas confortable d'être fâché ou c'est pas confortable d'être triste. Et plusieurs de nous, comme moi, nos parents nous ont dit, quand t'es triste, juste, tu sais, laisse-les aller, c'est correct. Il y a pas de raison pour être triste comme ça. Juste laisse-les aller. Et quand on laisse aller les émotions, on n'apprend pas comment les réguler. Qu'est-ce que je fais quand je suis triste? Est-ce que je pleure et après je vais manger un morceau de gâteau? C'est ce que je commence à réagir d'une façon que je veux pas être triste
et je dois aller chercher quelque chose à l'externe qui va m'aider à comprendre cette émotion et de la pousser? Ou est-ce que je me dis, je prends quelques minutes, je pleure et après, ça va mieux, je vais prendre mon journal, je vais écrire quelque chose, quelques mots, je vais écouter de la musique, je vais juste prendre une marche, faire de l'exercice, quelque chose qui est bien pour nous aider à être confortable avec cette émotion. Donc, c'est difficile parce que on doit le faire nous-mêmes et après le montrer à nos enfants. Mais en premier, on doit être capable de le faire nous-mêmes. Et c'est pour ça, pour moi, j'avais vu un thérapeute, un psychologue pour m'aider à comprendre ça. Même si je comprenais la recherche, je ne savais pas comment le faire pour moi. Et c'est intéressant. Alors, est-ce que le système nerveux, c'est différent des neurones? On sait que les neurones, ils peuvent se régénérer, on peut recréer des systèmes, des circuits. Est-ce que le système nerveux, s'il a été abîmé, je mets des guillemets, petit, c'est fini, il bouge pas et c'est à nous de trouver des mécanismes pour mieux réagir? Oui, donc le système nerveux va se changer même comme moi, à 39, mais j'ai commencé voir un psychologue il y a quelques années, mais ça se change. Donc, si un parent a peur, tu sais, l'enfance, mon enfant, quand il était plus petit, je sais que l'environnement, il n'était pas vraiment de la façon que Cindy vient juste de décrire. C'est correct parce que peu importe l'âge de l'enfant, ils ont la capacité de reconstruire les parties du cerveau en tant des émotions et le système nerveux. Donc oui, c'est important comme parent de au moins dire oui, l'environnement de mon enfant était pas exactement le mieux quand ils étaient plus petits, mais maintenant je dois prendre charge et leur montrer comment réguler leurs émotions, quoi faire quand ils sont très fâchés ou tristes, et aussi de créer un environnement qui accepte toutes les émotions, de ne pas les laisser passer, de ne pas dire tu es un bébé parce que tu pleures. Il y a certains termes qui peuvent montrer à l'enfant que tu ne dois pas montrer quand tu es triste. Surtout tous les enfants, mais même les garçons, les filles, tout ça, vraiment de les laisser pleurer. Tu n'es pas un bébé si tu pleures. Tu es un enfant et tu es un humain qui a des émotions. Donc, c'est très important de penser à ça aussi. Sur ton site et sur les réseaux sociaux, tu parles du modèle tripartite. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour les émotions? Oui, le modèle tripartite, c'est vraiment pour la socialisation des émotions et ça fait affaire avec les parents. Donc, un enfant va apprendre comment gérer toutes ses émotions avec 3 étapes très importantes. La première étape, c'est les parents. Et comment le parent qui est avec eux gère leurs émotions. Est-ce que le parent crie beaucoup? Est-ce que le parent internalise les émotions? Donc, par exemple, il y en a plusieurs comme moi. Pour moi, je ne communiquais pas mes émotions très bien. Je les gardais à l'intérieur et j'étais toujours, ça va, tout va bien. Mais à l'interne, c'était comme un ouragan d'émotions, puis je ne savais pas comment communiquer ça et l'externaliser. Donc, la première étape de de tripartite, c'est le modèle, c'est vraiment de comment le parent va être un modèle pour les émotions et va communiquer les émotions parce que l'enfant va vous écouter, vous regarder. Donc, si vous dites, je suis frustrée maintenant parce que il me manque deux œufs et je voulais faire un gâteau, cuisiner un gâteau et je ne peux pas. Je suis tellement frustrée. J'étais sûre que j'avais ces œufs dans le frigo. Donc, l'enfant va dire, quand maman ou papa sont frustrés, ils ne jettent pas le bol par terre. Ils parlent, ils communiquent. Ils vont communiquer qu'ils sont frustrés. Et après, ils vont dire, comme moi à la maison, je sais pas comment ça a commencé, mais avec mes enfants, je disais, patate! Et mes enfants pensaient que c'était drôle. Mais c'était vraiment ma façon de ne pas dire des mots qu'ils copiaient. Donc, je disais toujours patate. Et c'est de cette façon qu'ils ont commencé à démontrer qu'ils étaient frustrés. Donc, la première étape de ce modèle, c'est vraiment comme la façon qu'on va être modèle pour les émotions. Deuxièmement, c'est le style de parenting qu'on va avoir comme parent. Il y a 4 styles d'être parent. Style de la façon qu'on va gérer la discipline et le comportement de notre enfant. La recherche nous suggère que on doit équilibrer 2 choses. La façon dont on est sensible à notre enfant, qui veut dire, encore s'ils sont tristes, de dire « je vois que tu es triste, mais on ne peut pas avoir un biscuit, c'est l'heure du dodo, on ne peut pas avoir un biscuit ». Et de vraiment avoir un équilibre avec cette fonction de sensibilité ou d'empathie, d'être empathique envers notre enfant et
les limites. C'est très important pour un enfant d'avoir des limites dans la maison. Il y a des limites à la garderie et l'école et tout ça. Il y a des limites, nous, en tant d'adultes. On ne peut pas, si on voit un feu rouge, on doit arrêter. Les enfants ont des limites aussi dans la maison. Donc, de vraiment avoir une bonne équilibre entre les règles qu'on a à la maison et les limites qu'on a et être sensible envers l'enfant. Donc, comme j'ai dit avec l'exemple du biscuit, un enfant va pleurer, va se jeter par terre s'il ne peut pas avoir un biscuit à 8 heures le soir parce que ils ont faim, ils veulent un biscuit. Mais la règle ici dans la maison, c'est que après 6 heures ou après une certaine heure, tu n'as pas de biscuit. Je sais que tu es fâché. Je peux te donner une caresse, tu peux venir dans mes bras, mais tu ne veux pas le biscuit, tu ne peux quand même pas avoir ce biscuit à cette heure-là. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment, on a montré à l'enfant que je vois que tu es fâché, je vois que tu es triste, mais je ne vais pas briser cette règle ou limite parce que je suis le parent. Donc, on peut peut-être un parent qui écoute maintenant dit, OK, qu'est-ce qui arrive si il n'y a pas vraiment de limite dans ma maison? Je me rappelle, il y avait un parent qui m'a envoyé un courriel il y a quelques années qui ont dit, mon enfant, c'est comme l'adulte de la maison. Mon enfant gère tout. Et quand je dis non, ils sont fâchés, donc je laisse aller parce que ça devient vraiment une grosse histoire dans la maison et c'est vraiment difficile comme parent de toujours gérer les grosses émotions de mon enfant parce que j'ai dit non. Donc, j'ai arrêté de dire non, mais maintenant, mon enfant, ils ont pas de règles, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Le dodo, c'est à n'importe quelle heure et tout ça. Donc, pour moi, j'ai montré aux parents l'importance de les règles et les limites dans la maison. Et après quelques semaines, l'enfant a commencé à comprendre, OK, oui, le parent est en charge. Le parent va créer les limites, mais le parent est là pour moi aussi. Ils comprennent quand je suis triste parce qu'il y a une limite. Et c'est de ne pas laisser aller cette limite parce que l'enfant est inconfortable. Qu'est-ce qui arrive à long terme quand l'enfant est élevé dans une maison qui n'a pas de règles, pas de limites? Comme adulte, ça peut avoir un impact sur leur santé mentale. La raison pourquoi, c'est parce que il va y avoir des limites comme adultes dans leur vie et ils n'ont pas vécu assez de moments qu'ils sont pas contents pour cette limite ou la règle. Et quand on devient très fâché ou très triste à cause de toutes les nouvelles limites et tout ça, on sait pas comment réagir. Ça augmente la chance de la santé mentale. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on a des limites avec l'enfant quand ils sont jeunes. De l'autre côté, si on n'a pas de sensibilité, d'empathie envers notre enfant quand ils ont des émotions et ils réagissent d'une certaine façon, si on n'a pas de sensibilité et beaucoup de règles, c'est l'environnement que j'ai été élevée dans cet environnement. Donc, s'il y a beaucoup de règles, beaucoup de limites, et le parent dit, moi, je suis le parent, tu fais qu'est-ce que je te dis, et je m'en fous vraiment si t'es fâché, mais c'est la règle. Qu'est-ce qui arrive à long terme, et si c'est de cette façon que l'enfant est élevé, à long terme, il y a plus de problèmes avec le comportement de l'enfant. Donc, si c'est l'environnement de 0 à 5 ans, la recherche montre qu'à l'âge de 7 ans, on va voir beaucoup de comportements agressifs, beaucoup de comportements avec des émotions plus fâchées, des enfants qui vont écouter moins à l'école, il va avoir plus de difficultés avec leurs professeurs à l'école aussi. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important de vraiment équilibrer les deux, la sensibilité et les limites et règles. Ça, c'est la deuxième partie du modèle. La troisième partie, c'est la façon dans laquelle nous discutons et nous parlons et quand on chicane avec notre partenaire, la façon dans laquelle on le fait devant nos enfants va leur montrer quand je suis avec quelqu'un d'autre, est-ce que je leur montre du respect quand je suis fâchée envers eux? Est-ce que j'utilise certains mots avec eux quand je suis triste? Ou est-ce que la personne devant moi va internaliser? C'est clair avec le body language, on voit qu'ils sont tristes. Ils pleurent, mais ils disent tout va bien avec leur partenaire. Donc, c'est les 3 étapes du modèle qui vont montrer à nos enfants comment gérer leurs émotions avec eux-mêmes et avec les autres. Donc, c'était ça le modèle. C'est beaucoup. Non, mais c'est intéressant. C'est le modèle tripartite. Et donc, les 4 styles. Donc, ça vient toujours du parent, au final.
Oui, et je sais que c'est difficile à entendre ça comme parent, et je ne veux pas qu'un parent se dise après notre conversation, c'est beaucoup de travail, j'ai pas pensé que je dois tout changer ça dans ma vie. C'est des petites étapes, et ça commence toujours avec nous. Si quelqu'un écoute ça, ils disent, oui, je suis très habituée à internaliser mes émotions, je ne communique jamais mes émotions, et je sens le stress à l'intérieur de mon corps et tout ça. Commencez avec vous, parce que c'est important de communiquer les émotions. Moi, comme adulte, j'avais jamais appris comment mettre des limites dans ma vie. C'est bizarre peut-être, les limites ou des boundaries. C'est bizarre parce que moi, de la façon que j'ai été élevée, c'est que ma mère m'a pas montré comment avoir des limites, et c'était toujours de faire qu'est-ce qu'elle voulait. Oui, c'est bien, c'était la mère, mais elle m'a pas montré que moi, j'étais importante aussi, et que j'avais besoin de mettre des limites avec les adultes dans ma vie, même si c'est avec les beaux-parents ou ma mère elle-même, mais de juste mettre des limites en disant, par exemple, à chaque fois que je parlais avec ma mère, c'était un problème de quelque chose, et maintenant, j'avais 3 enfants. C'est vraiment le moment après 3 enfants que j'ai vu que ma santé mentale était très importante. Parce que avant ça, avec 3 enfants, c'était comme, c'est pas moi qui était importante, c'est mes enfants. Et après 3 enfants, quand everything crumbled, il y avait vraiment, oui, et il y avait vraiment un moment que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Pourquoi que je fais ça? Oui, mes enfants sont importants. J'ai un enfant de 3 mois, un enfant de 2 ans et 3 ans, presque 4 ans. Mais ma santé mentale, si tout ne va pas bien, je ne peux pas prendre soin de mes enfants. Donc, c'est à ce moment que je me suis dit, je dois apprendre comment mettre des limites. Si j'ai une mère qui vient chaque journée, mais j'ai pas le temps parce que j'allaite un bébé et je veux vraiment prendre le temps pour moi-même, c'est bien et c'est important et c'est bon pour ma santé de dire, désolé, tu peux pas venir chez moi aujourd'hui. J'ai besoin de temps pour moi-même. J'ai besoin de temps pour être avec mes enfants et je suis un peu trop stressée. Est-ce que tu peux venir dans 2 journées ou demain, ou ne pas prendre un appel qui vienne sur mon téléphone parce que j'ai une journée que les enfants ont crié toute la journée et j'ai pas le temps de parler avec quelqu'un. C'est correct de dire non. C'est important de dire non. Et j'ai appris ça comme adulte de 36 ans, de dire non ou pas tout de suite ou ça me tente pas. Mais avant, moi, ça causait des moments d'anxiété de qu'est-ce qui va arriver si je dis non? La personne va être fâchée envers moi, mais c'était une habileté que j'avais pas appris comme enfant. Tu parles aussi de jeux qu'on peut faire avec les enfants pour leur apprendre à autoréguler leurs émotions, et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on passer par le jeu, c'est tellement plus simple. Oui, oui. Donc, avec tout le modèle qu'on a parlé tantôt, oui, il y a des façons qu'on peut montrer à nos enfants comment autoréguler leurs émotions eux-mêmes. Et comme j'ai dit tantôt, ça commence vraiment avec utiliser des mots. Donc, si on joue avec leur petit toutou et tout ça, et les animaux, c'est avec le jeu qu'on peut dire, oh non, le petit ourson ici, il est fâché. Oh non, il commence à pousser les autres animaux. Il est vraiment fâché, mais est-ce qu'il devrait pousser les autres animaux? Juste avoir des conversations avec notre enfant dans le moment de socialiser ou de jouer à des jeux avec des animaux, par exemple. C'est vraiment important d'avoir ces discussions-là, même s'ils ont 2 ans, 3 ans, parce qu'ils vont commencer à voir, ah oui, quand le petit ourson jaune, quand il est fâché, il jette ses joies, mais on n'est pas supposé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là? Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie, c'est de montrer à nos enfants, parce qu'ils vont avoir des moments, même à 10 ans, c'est normal d'avoir un moment qu'ils ont perdu le contrôle de les émotions. Donc, quand on est jeune, c'est d'utiliser tous les moments possibles, même quand on est au parc, si on voit que quelqu'un d'autre a poussé notre enfant ou ils ont dit quelque chose et ça a affecté notre enfant et ils sont tristes maintenant, d'avoir cette conversation, non seulement une fois, mais 2, 3 fois, parce que le plus d'opportunités qu'on a pour avoir des conversations en expliquant leurs actions, comment que ça peut avoir un impact sur quelqu'un d'autre, ou l'action de quelqu'un, comment ça va avoir un impact sur les émotions de notre enfant, d'avoir ces discussions-là parce que l'enfant va commencer à comprendre, ah oui, quand je dis, je ne veux pas jouer avec toi, t'es pourri, et c'est tout, je ne joue pas avec toi, l'enfant ne comprend pas à ce point-là comment ça peut avoir un impact sur les émotions de quelqu'un d'autre. Donc, c'est important de dire après,
parce que dans ce moment-là, on peut dire, je ne veux pas que tu joues avec ton frère si tu vas lui parler comme ça, je vais te mettre à côté. Et c'est le moment de discipline. Et la discipline, c'est vraiment de leur montrer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais après ça, la journée après, de revenir à ce moment et de dire, pourquoi as-tu dit ça à ton frère? Et peut-être qu'ils vont dire, mais j'étais frustrée, il partageait pas son joie. Oui, d'accord, mais quand tu es frustré, est-ce que tu penses que c'est bien de rendre quelqu'un triste en disant des mots qui vont leur blesser d'une façon émotionnellement? Tu sais, est-ce que on doit faire ça? Donc, c'est dans le moment de jeu avec eux qu'on peut aussi recréer cette situation. Si on est avec, par exemple, l'exemple des animaux, si on a un ours et un cheval, et le cheval et l'ours, ils jouent ensemble, et l'autre dit « Je ne veux pas jouer avec toi, tu es pourri ». Tu recrées cette émotion et tu montres à l'enfant, par exemple, si c'est l'ours qui est triste, si tu m'as blessé vraiment à dire ces mots-là, ça me fait mal. Je n'aime pas ça quand tu dis ça. Ça me montre pas, ça me donne pas le goût de jouer avec toi quand tu parles comme ça. Donc, tout d'un coup, l'enfant va voir, ah oui, j'ai pas pensé à ça. Quand j'ai dit ça, j'ai réagi à une émotion, j'ai externalisé cette émotion sans auto-réguler. Et maintenant, je comprends que c'est pas cette façon qu'on doit gérer nos émotions. Donc, c'est pas juste une opportunité de faire ça, c'est vraiment quand on commence à accumuler ces opportunités de perdre des émotions en jouant avec l'enfant, qu'on va voir qu'ils vont commencer à comprendre leur environnement et de la façon que le comportement peut avoir un impact sur les émotions. Et tu as d'autres exemples de jeux qu'on peut faire, à part, oui. Tu vois, avec les animaux, mais il y a d'autres oui. auxquels on pense pas? Un autre exemple, vraiment, et je sais que c'est un peu bizarre pour nous parce qu'on l'a pas fait quand on est jeune, mais c'est gratitude. La gratitude. C'est pas vraiment en termes de jeu, mais encore, c'est les situations dans lesquelles qu'on peut parler de ça. Comme on sort dehors, le soleil est beau. Le soleil me rend contente de parler des émotions dans toutes les opportunités. Je suis tellement contente quand je vois le soleil, ça change mon comportement, ça a un impact sur mes émotions. Encore, c'est de montrer aux enfants que il y a beaucoup d'opportunités qui vont avoir un impact sur les émotions. On est humain. C'est normal quand c'est la 5e journée. Mais c'est vrai. Et la raison pourquoi j'utilise le terme humain, c'est parce que j'ai donné un workshop ici à Montréal il y a quelques semaines. Il y avait un moment qui m'a marqué vraiment parce que j'ai parlé aux parents et j'ai dit de prendre un moment avec leurs enfants qui ont comme 4, 5 ans, 6 ans même, de dire, moi, comme parent, j'ai la difficulté à gérer telle émotion. La tristesse peut-être, ou quand on est fâché. Et de dire à l'enfant, c'est quelque chose que je travaille. J'essaie de travailler sur ça parce que c'est quelque chose que j'ai la difficulté. Et un père, il a levé sa main, il me dit, mais on est un parent. On ne peut pas montrer à nos enfants qu'on a des weaknesses, on a des faiblesses. Des faiblesses. Si je suis le parent, je n'ai pas de faiblesses. Je suis la figure authoritarian, tu sais, devant l'enfant. Et ça m'a marqué parce que j'ai dit au père, les émotions, c'est pas vraiment une faiblesse ou a strength, comme quelque chose qui est vraiment une forte... un atout, oui. Oui, exact. J'ai dit, les émotions, c'est quelque chose qui te fait... T'es humain et c'est pour ça que t'as des émotions. Et c'est humain d'avoir de la difficulté à gérer certaines émotions. Et ça m'a marqué son visage après. Il a dit, ah oui. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours que les émotions, on en a beaucoup. On a des journées qu'on ne peut pas gérer nos émotions. On a des journées qu'on peut gérer nos émotions. Et c'est normal, parce que le plus qu'on se dit comme parent que c'est normal, on va avoir plus de compassion envers nous et on va avoir plus de compassion. Est-ce que c'est compassion? Oui, compassion. Envers notre enfant aussi. Quand ils vont être tristes et vers la fin de la journée et on est fatigué, on va dire, OK, c'est normal. Ma fille, elle est triste parce que c'est la fin de la journée, elle est fatiguée, elle a faim. Et on va commencer à voir, on va internaliser, on va se parler comme ça dans notre tête qui va changer la façon à laquelle on réagit à notre enfant. Si on se dit, pas encore, pourquoi il crie chaque journée, c'est la même histoire, je dis que c'est le temps du dodo, et ils vont commencer à pleurer chaque journée. Pourquoi qu'il fait ça? Il est tellement un enfant tannant, je n'en peux plus. Si on se parle de cette façon, ça va sortir dans la façon qu'on réagit à notre enfant. Et si on se dit, mais c'est vrai,
Et j'ai des moments comme ça aussi, je suis humaine. Même si j'ai appris comment parler à mon enfant, il y a des moments que je suis fatiguée et j'ai plus de patience. C'est la fin de la journée vers vers l'heure du souper, on va dire. Mais c'est vraiment à ce moment-là que je dois prendre une grosse pause de 90 secondes, c'est un bon temps, mais une pause plus longue que l'habitude parce que c'est là que je vais me parler dans ma tête et me dire mes enfants sont fatigués, ils ont faim, je suis en train de cuisiner le souper et le préparer et je veux vraiment crier, mais je veux juste prendre un peu je vais respirer tranquillement, profondément, parce que ce moment va passer. Dans 20 minutes, on va être en train de souper, ils vont être contents, mais maintenant, ils sont pas contents et je vais juste prendre une respiration. Quand on commence à se parler de cette façon, tout change de la façon que nous, on va réagir à notre enfant. Donc, si on revient au jeu, il y a aussi deux autres choses que je ne veux pas oublier, mais quand on lit un livre avec notre enfant ou si on regarde de la télé avec eux, si on voit un personnage qui est en train de externaliser une émotion, si on voit que leurs épaules sont devant ou si on voit que ils sont nerveux, par exemple, de toujours prendre cette opportunité de parler avec notre enfant des émotions, de prendre une pause. Si on est en train de lire un livre, on dit Marguerite ici, est-ce que tu penses qu'elle est fâchée ou triste? Et l'enfant va dire, je sais pas, fâchée. Ah, intéressant, pourquoi tu penses qu'elle est fâchée? Ah, ben parce que je vois son visage. Il est d'une façon que je pense qu'elle est fâchée. Ah, d'accord. Ou peut-être qu'elle est par terre, elle est fâchée, elle est triste. Juste de décrire, ça ressemble à quoi être fâché? Ça ressemble à quoi être nerveux? Ça ressemble à quoi de les deux côtés aussi, à l'externe et à l'interne? Quand on est anxieux, quand on est nerveux pour quelque chose. Pour toi, et c'est nous d'être modèle pour ça, mais moi, quand je suis nerveuse, je sens mon cœur qui bat plus fort. Je deviens j'ai chaud, ou mon ventre, j'ai des douleurs au ventre. Juste d'écrire qu'est-ce qui se passe dans nous, dans les personnages à la télé ou dans un livre, parce que encore, le plus d'opportunités qu'on a à décrire des émotions dans l'environnement de notre enfant, le plus confortable qu'ils vont devenir pour les décrire eux-mêmes et pour les communiquer avec nous comme parents. Si on reparle juste un tout petit peu du cerveau, est-ce que tu peux nous dire à quel âge le cerveau est mature pour arriver à gérer les émotions? Je crois que c'est beaucoup plus tard que ce qu'on imagine. Ah, je suis désolée, oui, c'est comme 25, entre 22 et 25, et c'est un peu plus tard pour les garçons aussi. Donc, pour des filles, ça peut être plus proche de 21 et les garçons plus proche de 25. C'est parce que la partie frontale... Ah oui, qu'est-ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand on est un enfant, l'amygdale, qui est la partie du cerveau qui contrôle toutes les émotions, elle est très bien formée. Et l'amygdale, quand elle sent une émotion comme la tristesse ou on va dire la tristesse, l'amygdale sent la tristesse à un niveau maximum, 100%, et l'amygdale va parler à la partie préfrontale qui est derrière notre cerveau et va dire, je suis triste, qu'est-ce que je fais avec cette émotion? Comment que je peux, la tristesse dans l'amygdale, c'est interne, mais comment que je vais externaliser cette émotion? Donc, un enfant qui n'a pas la partie préfrontale développée va démontrer cette émotion de la même façon, peu importe si c'est à 100% ou à 20%, la tristesse va être externalisée de la même façon. C'est pour ça qu'ils ont plein de crises et plein d'émotions qui sont difficiles pour nous, les parents, parce qu'on n'est pas habitués à voir ça. Mais nous, en tant qu'adultes, si l'amygdale est triste à 100% et elle parle à la partie préfrontale, derrière notre front, la partie préfrontale va dire « Oui, je suis triste, mais maintenant, je suis au travail, c'est pas le temps de pleurer. » Il va nous aider à auto-réguler les émotions et dire « OK, prends un souffle. La situation, tu penses que c'est une situation très sévère, mais ce n'est pas vraiment une situation très sévère. » C'est là que le cerveau commence à rationaliser, dire « OK, est-ce que je devrais être fâché ou triste à 100% ou est-ce que l'environnement c'est pas si pire que je pensais. » Donc, nous, en tant que parents, on doit agir comme la partie préfrontale de notre enfant. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment externaliser et de parler de toutes les émotions. Je vois que tu es fâché parce que tu as jeté un jouet ou tu as frappé ta sœur. Je vois que tu es très, très fâché, mais ça veut pas dire que tu peux
frapper ton frère ou ta sœur. Je vais te mettre à côté jusqu'à temps que tes émotions sont diminuées parce que je ne veux pas que tu fais mal à ton frère ou je ne veux pas que tu te fais mal à toi-même aussi. Donc, vraiment, de leur montrer ça. Mais, alors, juste une précision, quand toi tu dis mettre à côté, est-ce que tu isoles ou est-ce que tu restes en contact avec l'enfant pour l'aider à pouvoir se calmer? Parce que je sais qu'il y a 1000 théories sur le sujet, donc vas-y, dis-nous. Oui, je reste à côté. Donc, pour moi, c'est pas, surtout un enfant qui est plus jeune, si je leur dis d'aller dans leur chambre toute seule, c'est beaucoup d'émotions à avoir. Si j'ai 5 ans, c'est beaucoup d'émotions, puis je ne comprends pas pourquoi j'ai ces émotions. J'ai peur, je suis fâchée, tout en même temps. Donc, pour moi, si on pense encore à le système ou le modèle aussi que mon enfant va regarder en moi pour s'aider à autoréguler, donc je dois être proche d'eux. S'ils crient, ils sont fâchés, ils sont aux côtés, c'est correct, on peut les laisser et aller voir le frère s'ils ont frappé leur frère et de voir es-tu correct, est-ce que tu es blessé. Tu dis à l'enfant qui pleure et qui crie, je reviens à toi bientôt, mais maintenant je dois prendre soin de ton frère parce que tu l'as frappé. Et quand maintenant, à ce point-là, l'enfant, c'est sûr qu'il est au bout de la montagne et il y a rien qu'on peut dire. On peut pas leur dire de se calmer ou prendre des grandes respirations, mais d'attendre un petit peu quand on voit qu'ils sont réguliers. Ils sont autorégulés, ça va prendre du temps, mais de venir leur voir quand ils commencent à descendre la montagne des émotions et de dire « Viens avec moi, on va parler » parce que le moment de discipline, c'est vraiment de dire « Ce n'est pas bien, ce n'est pas correct de frapper ton frère, mais quelle émotion encore tu avais quelle émotion et comment qu'on peut gérer cette émotion d'une façon différente qui va pas être externalisée d'une façon que tu frappes quelqu'un. Donc, c'est beaucoup de communication, mais c'est vraiment de cette façon que l'enfant commence à comprendre comment agir avec les personnes alentour d'eux. Alors, comment est-ce que le cerveau de l'enfant intègre un événement majeur de sa vie? Je me suis toujours posé la question, tu vois, il y a des petits, malheureusement, qui sont confrontés à un décès d'un des parents ou d'un parent très proche, les séparations, les maladies. Est-ce que là, le cerveau se dérégule? Est-ce qu'ils ont une capacité de résilience qui est très forte? Comment est-ce que ça se passe au niveau des interactions dans le cerveau? Un peu les deux. Donc, oui, ils sont résilients. C'est sûr qu'ils peuvent... Mais chaque enfant est différent. Donc, pour moi, par exemple, moi et mon frère, j'ai une mère, mes parents sont divorcés. On a réagi, tous les deux, on a réagi vraiment différemment au divorce. Donc, c'est important. Ou comme si, même aussi mon grand-père, quand il est décédé, j'ai réagi d'une façon différente de mon frère. Donc, chaque enfant est différent. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que même, surtout si un événement traumatise dans la vie d'un enfant, il y a quelque chose qui s'appelle les Adverse Childhood Experiences, c'est les ACE. Et il y a 3 catégories. Et une catégorie, c'est Household Dysfunction. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Et ça peut être un parent qui a la difficulté avec leur santé mentale, ou les parents divorcés, ou quelqu'un qui quitte la maison et l'enfant, tu sais, comme il ne le voit plus. Il y a certains événements qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui est important, c'est que le parent qui est avec l'enfant réalise que c'est un événement important et qu'on continue à créer un lien ou un attachement très fort avec notre enfant. Quand un enfant, même si un enfant va faire partie d'un événement traumatique, la recherche démontre que si le parent continue ou quelqu'un, si c'est pas le parent, par exemple, si les 2 parents, il y a un accident, quelque chose arrive aux parents, ils sont décédés, si un grand-parent ou une tante ou un oncle ou quelqu'un très important dans leur vie qui commence à former un attachement très fort avec l'enfant, et un attachement fort, ça veut dire que l'enfant se sent en sécurité avec la personne c'est une personne dans leur vie qui va leur aider à auto-réguler. Parce que, encore, si le système ne sait pas comment se auto-réguler, ça veut dire que le système de stress, d'anxiété va augmenter. Donc, que cet adulte montre à l'enfant comment se auto-réguler en restant calme dans l'environnement de l'enfant. Donc, la sécurité, les aider à auto-réguler et de montrer l'empathie envers leurs émotions. Si, en autant qu'il y a un adulte dans la vie d'un enfant qui démontre tout ça, l'enfant peut être résilient en termes de la situation. Peu importe la situation, qui est traumatique ou un changement dans la maison, c'est vraiment important de garder cet attachement. Donc, c'est ça qui est important pour ça. D'accord.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un petit tour de toutes les émotions et le cerveau et la régulation parce que c'est beaucoup. Oui, ça prend quelques années quand même à apprendre à gérer tout ça. Mais je pense que c'est important de savoir que c'est possible et que malheureusement, il faut l'admettre, on a une grande responsabilité. Mais quand on le sait, c'est toujours plus simple d'arriver à prendre un petit peu de recul. Et je pense qu'il faut terminer par dire ce que tu as dit toi, mais si c'est compliqué, faites-vous aider le plus possible, le mieux possible. Malheureusement, en France, les séances de psychothérapie sont pas remboursées comme il faut. Et c'est difficile, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, la santé mentale des parents. Oui. Et c'est pas assez pris en compte pour élever la nouvelle génération de manière la plus sereine possible. Surtout ici, c'est bien que tu as dit ça parce que ici aussi, là, au Canada, la santé mentale des parents, c'est ignoré. Personne ne regarde ça. Puis surtout avec les 2 ans on vient juste de vécu, avoir comme les parents sont à la maison avec les enfants et on n'a pas de temps tout seul. De relais. Oui, de relais. Et on a besoin de ça, mais maintenant, si ça fait 2 ans, mais 3 ans, jusqu'à qu'on n'a pas vraiment de relais, ça a un impact sur la santé mentale. Mais il n'y a pas de programme ici, il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de... Les listes d'attente pour voir un psychologue sont très longues, des mois et des mois d'attente. Donc, oui, pour moi, personnellement, c'est quelque chose, avec Curious Neuron, je parle beaucoup de la santé mentale des parents. Beaucoup de la compassion, de réaliser que c'est difficile qu'est-ce qu'on fait et qu'on doit, des fois, juste parler avec quelqu'un d'autre et juste au moins à la fin de la journée de dire « J'ai vraiment pas aimé cette journée-là » ou de parler avec quelqu'un en disant comme « J'ai un enfant là qui vraiment... » Aujourd'hui, cet enfant-là me rendu un peu fou et juste d'être capable, sans jugement, de dire ça à quelqu'un, mais juste de laisser les parents parler, les laisser juste d'être capable d'ouvrir et de parler de nos émotions. Mais tout va pas bien chaque journée, c'est correct, mais juste d'avoir une place sécuritaire pour parler de nos émotions, c'est important. Merci beaucoup Cindy d'avoir accepté. Merci à toi. À très vite. C'était un plaisir, Clémentine. C'était Cindy Ovington, neuroscientifique, créatrice de Curious Neuron. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Le podcast vient de reprendre après une longue pause bébé, alors si vous cherchez un thème particulier, allez sur le site www.lamatrescence.fr pour trouver votre bonheur, je suis sûre, et le mettre dans vos oreilles. Il y a déjà plus de 110 épisodes. Cet épisode a été produit par Mini Minois. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.